Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire et le tout en français. Bien content de vous retrouver alors que je n'ai pas pu enregistrer d'épisode la semaine dernière puisqu'en fait j'étais malade, donc je vous ai même fait la promo un peu après pour l'épisode 100. Mais en tout cas bien content de vous retrouver, tout va bien, rien de grave, ça peut arriver de temps en temps. Le tout c'est de pouvoir rebondir et pour ce faire, je commence en fait avec cet épisode, mes petits hors-série, pour un peu fêter ces 100 épisodes, où je vous fais en fait un classement du top 100 en fait dans l'histoire du collège baseball. Et en fait je m'arrête en termes de critères à la NCAA D1 Baseball. On va en parler un peu plus en détail, mais juste avant, comme d'habitude, le petit instant promo. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur vos plateformes d'écoute préférées, donc podcast, ainsi que sur YouTube. Et de même, le Homera, vous me retrouvez bien sûr sur les réseaux sociaux. On va y aller sans plus tarder. Allez, c'est parti. Alors. Eh bien, il est temps pour nous de s'attaquer à ce mastodonte, qui est donc un top personnel, mais bien sûr qu'il va quelque part être le reflet des tops de journalistes, de médias en général, à travers le temps. Il va être quand même pas mal actualisé, puisque vous le verrez lors des épisodes. Je me permets d'ajouter des joueurs qui viennent à peine de finir le collège baseball, ce qui est aussi peut-être, alors pas de la triche, mais un peu plus facile pour moi, parce que ce sont des joueurs que j'ai pu suivre de leur début de carrière universitaire à leur fin de carrière universitaire, et donc à leur début aussi de carrière MLB, ce qui nous permet d'avoir aussi une certaine actualité, puisque je regardais en fait de ci, de là, et les tops, bon, déjà, j'ai pas vu de top 100 en tant que tel, même s'il y en a, je vais me rectifier. J'ai vu, mais je veux dire, j'ai pas étudié les top 100 en tant que tel, puisqu'il y en a, mais j'ai surtout vu, moi, des top 10 ou alors des tops par position. Et si vous vous rappelez, pour certains qui sont là depuis un peu plus longtemps, j'avais fait des vidéos courtes où je vous donnais mon meilleur joueur du collège baseball, donc encore une fois de la NCAA D1 Baseball, par position. Par exemple, le meilleur receveur de l'histoire pour moi, c'était Buster Posey. Donc forcément, si vous ne le retrouvez pas dans ce top 100, c'est qu'il y a un problème dans mes calculs, ou alors que j'ai complètement changé d'avis, et dans ce cas-là, je me justifierai. Alors je vous donne cet exemple-là, mais spoiler, il sera forcément dans mon top 100. Mais c'est juste pour vous donner en fait un ordre d'idée. Euh, je vais vous donner en fait quelques autres mises en contexte, avant qu'on commence vraiment. Le collège baseball. Le baseball en général c'est très vieux. Depuis le 19e siècle, le baseball s'est instauré. C'est pas pour rien que le baseball est le passe-temps national. C'est un vrai sport historique. C'est un sport indicateur aussi de l'évolution historique et sociale des États-Unis. Donc forcément, pour pouvoir faire ce top 100, je me suis donné certaines limites, certaines contraintes. Et je pense que ce sont des contraintes qui font sens, dans le sens où les informations qu'on a sont forcément de plus en plus compliquées à avoir sur des joueurs qui sont plus loin dans le temps, si ça fait sens. Donc pour mon top 100, je me focalise principalement, ça ne veut pas dire à 100%, mais principalement sur la période qu'on appelle College World Series Era. Puisque je le rappelle, c'est que la structure du sport universitaire américain a souvent été, on va dire, en évolution. Et pour le baseball universitaire a commencé on va dire, en deuxième partie du 19e siècle, pardon. Par contre, le baseball universitaire, avec justement ces fameux College World Series, donc tels qu'on les connaît actuellement, n'a été mis en place qu'en 1947. Donc, ce qui veut dire par là que mon top joueur va forcément être un reflet de cela et que mes joueurs vont plutôt être de la période 1947 à de nos jours. Je me réserve le droit pour certains joueurs, et notamment j'en pense à un, euh, de les mettre malgré le fait qu'ils soient antérieurs à cette période, mais ça va être normalement plutôt rare justement pour pouvoir me limiter et pour pouvoir aussi vous donner des informations accurate et en fait pour avoir aussi un élément de comparaison. Puisque souvent, des joueurs de top 100, même si dans le baseball c'est un peu moins vrai que dans d'autres sports, on va regarder aussi les titres collectifs. Mais vous le savez, en baseball, et notamment par exemple au niveau universitaire, vous pouvez être par exemple le Golden Spikes, ou en tout cas le meilleur joueur sur l'année, que ce soit en termes de Golden Spikes ou Andy Kaiser Trophy, sans forcément remporter le Graal suprême, sans forcément donc remporter le titre national. Puisqu'encore une fois, dans les sports universitaires,
il y a déjà une très très forte appartenance à sa conférence. Je rappelle que les conférences étaient là bien avant même l'ère des collèges World Series pour le baseball, et bien avant l'ère par exemple, déjà forcément hein, du college football playoff, parce que ça n'existait pas jusqu'aux années 2010. Et ce format avec 12 équipes, maintenant c'est tout à fait récent, hein, c'est quoi, 1 à 2 ans. Avant, c'était un bowl qui vous donnait avant cette période justement des BCS, c'était carrément un bowl qui vous donnait en fait le titre national. Euh, mais là, en fait, on va donc pouvoir élire nos joueurs par rapport principalement à ce qu'ils ont fait de manière statistique, puisqu'en baseball, ça a une très forte importance, une très forte connotation. On regarde cet aspect individuel au niveau statistique, mais forcément, pour départager aussi des joueurs, des tiebreakers, je vais aussi m'appuyer sur leur palmarès universitaire. Autre chose aussi à noter, c'est que parmi ces joueurs, il y a des joueurs qui ont eu des carrières, hein, voire des grosses carrières aussi en MLB. Je me réserverai bien sûr le droit d'ajouter aussi une couche en donnant un peu plus de poids à leur candidature par rapport au fait que non seulement ils ont réussi à avoir une legacy au niveau universitaire, mais ils ont quelque part carry cette legacy au niveau professionnel en étant des joueurs qui ont compté à leur époque en MLB, tout simplement. Donc voilà, je trouvais ça important de remettre un peu du contexte, de vous expliquer un peu comment j'ai décidé hein, de travailler sur ce top 100. Et en termes de découpage, voilà, je vais faire entre guillemets plusieurs épisodes, en commençant par ce premier épisode qui va s'occuper ou qui va s'atteler à vous décrire en fait les positions 100 à 76. Donc il n'y aura peut-être pas beaucoup de détails, alors que peut-être que pour les derniers épisodes, ceux qui vont se rapprocher du top 20 ou du top 10, peut-être que là je me permettrai aussi de donner un peu plus de détails forcément, puisqu'on aura des joueurs quelque part générationnels. Voilà pour l'explication. Alors juste avant de commencer, comme d'habitude, hein, je m'excuse à l'avance du fromage apparemment, non, des bruits inhérents hein, un peu qui m'accompagnent. Malgré isolation et compagnie, je suis pas dans un environnement qui permet d'avoir une salle complètement insonorisée. Donc voilà, vous êtes quelque part habitué avec moi, mais je me permets quand même de m'excuser parce que ce n'est pas parce que c'est une habitude que c'est une bonne habitude, bien au contraire. Donc merci beaucoup encore une fois d'écouter jusqu'au bout malgré ces petits relents. Je sais pas si, encore une fois, quand je fais du montage, souvent je me rends compte que finalement le bruit n'est pas si dérangeant que ça, mais je trouve que rien que le fait d'avoir du bruit extérieur, ce n'est pas normal. Donc c'est pourquoi je m'excuse à chaque fois, j'espère que c'est pas trop redondant, mais voilà. Vous êtes habitué avec moi, malheureusement. Ça va continuer pendant au moins un petit moment jusqu'à ce que certaines choses se règlent au niveau décor et setup. Mais en attendant, on peut enfin commencer notre top 100 et on va commencer par la position 100, tout simplement. Et donc en centième position, c'est un joueur qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça en MLB. Je parle bien sûr de A.J. Reed, hein, Andrew Joseph Reed. Très rapidement, je le rappelle, un joueur de 1993, il a été drafté notamment par les Astros, hein, je pense que c'est en 2014 ou 2015. Je recherche sa draft très rapidement. Je pense que c'est 2014, voilà. En 2014, il est sélectionné, mais on va pas se mentir, il n'aura pas eu une carrière MLB voilà, retentissante. Hein. Il va avoir quelques apparitions chez les Astros, des apparitions chez les White Sox, mais sa dernière apparition en MLB, c'était en 2019. Des stats forcément plutôt faméliques en MLB, 0.149 de moyenne à la batte, 4 home runs, 12 points produits hein, dans ces 3-4 saisons. Mais par contre, il faut le savoir, avant hein, d'arriver dans le circuit professionnel où ça s'est pas forcément bien passé, il a été l'un des meilleurs two-way players hein, du collège baseball. Arrivé en tant que freshman en 2012 et pas dans n'importe quelle conférence, la SEC, qui n'était peut-être pas encore l'ogre en termes de conférence que l'on a maintenant dans les années 2020, mais qui était déjà sur ce chemin-là de domination du baseball universitaire. Il arrive lui du côté de Kentucky, et comme je l'ai dit, c'est un two-way player. Il va faire une première saison offensive intéressante hein, pour déjà se placer comme un élément hein, offensif qui compte. Ses stats ne sont pas exceptionnels, mais dès sa première saison, c'est quasiment .300 de moyenne à la batte, c'est .403 de slugging percentage. Son OPS n'est peut-être pas très élevé, mais c'est déjà un joueur qui arrive à se placer là au niveau offensif, alors qu'en tant que lanceur, il a déjà hein, quelques
Euh, Quelques apparitions, il va lancer en tout 53 manches. Sur ces 53 manches, il va finir avec un IRA de 2,52. Il va starter notamment 5 matchs pardon, sur les 16 matchs auxquels il va participer. Donc on sent déjà le fort potentiel, surtout au niveau universitaire. En tant que sophomore, après avoir donc été un freshman qui a compté, il a d'ailleurs été All-American en tant que freshman, hein, et c'était la première fois dans l'histoire de la fac de Kentucky que l'on avait un freshman first team All-American qui arrive hein, voilà, à être dans cette first team avec un consensus et quasiment ce côté un peu unanime. En sophomore, là, il va carrément prendre un step up puisqu'il va réussir à frapper 13 home runs et 52 points produits. Certes, en moyenne à la batte, il baisse un peu, mais par contre, voilà, il devient très 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 important puisqu'il devient pitcher dans la rotation, hein. Ce n'est plus un simple releveur ou un joueur qui alterne entre relève et starting, mais il devient carrément un joueur de rotation en tant que pitcher. Alors son IRA n'est peut-être pas exceptionnel, hein, c'est 4.04 d'IRA, 52 strikeouts, mais là déjà on a un volume bien plus élevé en termes de manches lancées, parce qu'il en atteint 82. Mais surtout, et c'est pourquoi en fait hein, il est dans ce top 100, il devient clairement une référence en tant que two-way player dans l'histoire du college baseball grâce à sa saison 2014. En 2014, c'est l'Ace, en fait, tout simplement de Kentucky. En tant que pitcher, il termine en ayant starté tous les matchs avec un IRA de 2.09. Et oui, 2.09 en 112 manches lancées. Il faut se rendre compte au niveau universitaire, 112 manches lancées, c'est quand même assez exceptionnel. Et en tant que frappeur, il va terminer avec le plus gros total de home runs sur la saison, hein, 23, et surtout il va avoir des stats de jeux vidéo, .336 de moyenne à la batte, .476 d'OBP, .735 de slugging percentage. Donc vous imaginez bien que son OPS va s'en ressentir, puisqu'il va terminer avec un OPS clairement au-dessus des 1, 1.211. Donc vous avez un joueur qui est certainement le meilleur pitcher ou l'un des meilleurs pitchers de la nation, qui est aussi le meilleur frappeur de home run de la nation, et qui va donc tout naturellement être Golden Spike cette saison-là. Et donc forcément, quand on se retrouve avec de tels feats, hein, surtout à cette époque-là, on n'a pas encore cette, entre guillemets, cette norme hein, de chercher le prochain Ohtani. Hein. Ohtani, à cette époque-là, il est encore au Japon. 2014, il doit avoir à peine commencé en NPB. Hein, puisque Ohtani, je vous rappelle que je veux dire son éveil, c'est pas le bon mot, mais il devient une star au niveau lycéen, au niveau du Koshien, hein, c'est en 2011 ou 2012 hein, de mémoire, mais c'est en NPB qu'il va d'abord faire ses armes du côté des Nippon Ham Fighters, bien entendu. On n'est pas là pour parler d'Ohtani, excusez-moi pour la digression, mais donc AJ Reed, c'est un joueur qui compte et c'est pourquoi il intègre mon top 100. Voilou. En 99e position, un joueur que vous connaissez certainement tous, hein, surtout si vous suivez la MLB, c'est Andrew Benintendi. Je pense que maintenant il est aux White Sox hein, de mémoire, mais avant d'arriver aux White Sox, avant même d'arriver en MLB, ça a été un joueur énorme hein, au niveau baseball universitaire. Il était dans la fac réputée d'Arkansas, donc encore un joueur SEC. Et clairement, il va avoir une saison 2015 complètement dominante, ce qui va lui permettre d'avoir le Golden Spikes. Je vais passer beaucoup moins de temps sur lui que sur AJ Reed, puisque vous le connaissez, mais c'est un joueur quand même, il faut le rappeler, qui même au niveau MLB a réussi à être Gold Glove en 2021, je le rappelle, et All-Star en 2022 notamment. Donc voilà, je vais pas rester trop longtemps dessus, mais c'est un joueur forcément qui intègre mon top 100, et c'est encore un de nos contemporains. Un autre plutôt contemporain à nous, même si un peu plus vieux quand même, c'est Alex Gordon. C'est lui donc qui est en position 98. Et franchement, j'ai même hésité à le mettre plus haut, mais c'est pour vous dire à quel point un top 100 c'est compliqué en fonction bien sûr aussi de mon avis et de la façon de la représentation aussi des périodes et des époques. Mais Alex Gordon, je le rappelle bien entendu, champion en termes de World Series avec les Kansas City Royals hein, dans cette fameuse année 2015. Il a été 3 fois All-Star d'ailleurs dans cette période-là, entre 2013 et 2015. Il a été 8 fois Gold Glove, hein, c'était 2011 à 2014 et ensuite 2017 à 2020. Je rappelle, hein, il a fini sa carrière, je pense que c'était en 2020, donc il y a très peu de temps. Il a intégré le Hall of Fame de Kansas City Royals. Mais avant tout ça, avant vraiment de devenir
une référence pour cette franchise et donc pour le baseball aussi en tant que tel, ça a été un joueur énorme au niveau universitaire. Il arrive du côté de l'université de Nebraska. Nebraska, c'est quand même une grosse fac. À l'époque, Nebraska joue en Big 12. Vous savez, les réalignements et compagnie. Je vous rappelle que maintenant, Nebraska est en Big 10, mais à l'époque, ils étaient en Big 12. En tant que freshman, on va dire qu'il prend ses marques. Il est déjà très très bon. Il réussit quelques records en tant que freshman, mais on va dire que rien non plus qui va, comment je peux dire ça, détonner. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, en tant que freshman, vont faire des choses bien plus, entre guillemets, incroyables, mais il montre déjà des choses très 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 importantes au niveau universitaire, notamment en termes statistiques, hein, puisqu'il termine la saison avec une moyenne à la batte de .319. Il va donc être forcément euh, être élu, ouais, c'est ça, en tant que freshman All-American. Il va être aussi le Big 12 Freshman of the Year, c'est-à-dire le meilleur freshman de l'année en Big 12. Clairement, un joueur qui sait où il faut être en termes de clutchitude, hein. C'est un des joueurs les plus clutch sur la saison 2003, alors que ce n'est qu'un freshman. Mais c'est surtout en 2004 et 2005 que là, on va avoir une certaine domination de sa part, hein. 2004, déjà, c'est le meilleur joueur, hein, de la Big 12, tout simplement. C'est également sa première fois où il est nommé dans la First Team All Big 12, hein, donc 2004. Il va récidiver en 2005, mais en 2005 surtout, il va tout rafler. Alors, tenez-vous bien, ça va être le meilleur joueur, hein, de la saison au niveau universitaire, donc il va avoir le Golden Spikes, mais la preuve que c'est le meilleur joueur au niveau universitaire, c'est qu'il va rafler les trophées amateurs. C'est-à-dire que je vous rappelle qu'il y a plusieurs trophées, et donc des fois on peut se retrouver quand il y a des années serrées comme la saison dernière, avec différents vainqueurs en fonction du trophée. On a le Dick Hauser Trophy, on a le Golden Spikes Award, il va rafler les deux. Bien qu'il joue troisième base, il va aussi faire, on va dire, un peu de mi-temps en tant que shortstop, et juste son mi-temps va lui permettre de gagner aussi le Brooks Wallace Award, qui est le award du meilleur shortstop du collège baseball, en tout cas du baseball amateur. En général, c'est plutôt un joueur du universitaire qui est élu à ce niveau-là. Et il va être aussi le joueur de l'année attitré par la American Baseball Coaches Association, la ABCA dont je vous ai parlé en début d'année, comme chaque début d'année, hein, au final, ce qui montre qu'il a tout raflé. Il va aussi être dans le ESPY Award Finalist pour le meilleur athlète universitaire mâle, hein, masculin, tout simplement. Au niveau de sa carrière, puisque je ne vais pas aller trop loin, c'est 44 home runs et 189 points produits sur ces 3 saisons, avec une moyenne à la batte en carrière universitaire à .355. Voilà, tout simplement un joueur qui a compté du côté de Nebraska, du côté de la Big 12, du côté du baseball universitaire, avant de compter en MLB. Voilou. Là, on repart un peu plus dans le passé, mais à peine, hein, plus, hein, parce que ça reste un de nos contemporains, entre guillemets, hein. C'est Lance Berkman. Lance Berkman, je rappelle tout d'abord, en MLB, il a quand même pesé, hein. On le connaît pour son côté déjà très généreux dans la vie en dehors du baseball, hein. Il a beaucoup œuvré, notamment pour les enfants défavorisés, mais également en termes de pur joueur, ça a été un joueur qui a compté. Il a joué en outfield, il a joué aussi en tant que première base, et surtout il a une histoire intéressante en MLB, puisque je rappelle qu'il a été titré avec les Cardinals en 2011, et il a aussi récupéré en même temps le titre de comeback of the year, un truc comme ça. Enfin, vous savez, le joueur qui revient un peu d'outre-tombe. Je sais pas si c'est bien dit, mais tout ça pour dire qu'il a une carrière mouvementée en MLB. C'est quand même un joueur qui aurait été 6 fois All-Star, donc champion avec les Cardinals. Leader du nombre de points produits en 2002, il est dans le Houston Astros Hall of Fame, et c'est bien mérité, hein. En carrière, il finit avec une moyenne à la batte de .293, 366 home runs et 1234 points produits, ce qui est pas mal du tout en 15 saisons professionnelles. Mais nous, on va s'intéresser un peu plus à ce qu'il a fait au niveau universitaire, puisque pour le coup, on a notre premier joueur qui vient d'une fac, comment je peux dire ça, bien plus modeste, hein, parce que là il vient d'une mid-majors, et il vient de Rice tout simplement. Et à Rice, dans la fin des années 90, il va se montrer tout simplement en étant un joueur qui va, comment je peux dire ça,
compter, mais pas juste compter par ce qu'il fait sur le terrain, mais aussi par ce qu'il fait en dehors du terrain, ou la présence qu'il a en dehors du terrain. À Rice, tout d'abord, il va compter puisqu'il va faire partie de cette équipe qui va atteindre les College World Series pour la première fois, hein, je pense en 97 de mémoire. Tout ça en sachant qu'en 97, il finit avec 41 home runs. C'est la troisième marque la plus haute dans l'histoire, hein, de la NCAA en termes de nombre de home runs. Il va finir d'ailleurs sa carrière avec 67 home runs et 272 points produits au niveau universitaire. Et c'est clairement un joueur qui aura su, hein, nous proposer des choses assez all-time, hein, puisque cette année 97, il va donc terminer aussi avec 134 points produits, donc 41 home runs, 134 points produits. Je pense que ça fait partie quasiment des records historiques, hein. Je pense qu'il est deuxième dans l'histoire en termes de points produits sur une saison. Son slugging percentage est un slugging percentage de jeu vidéo 1.031. Je ne parle pas de l'OPS là, je parle de son slugging percentage. Son nombre de bases, hein, le total bases, hein, et il termine quatrième de l'histoire avec 263 total bases. Donc c'est clairement un joueur sur une année 97 en plus qui aurait été exceptionnel au niveau du college baseball et des performances individuelles. On y reviendra peut-être plus tard, bien entendu. Il aura su compter, et donc c'est pourquoi, hein, tout simplement, il est dans mon top 100 en 97e position. Il aura eu d'ailleurs l'occasion d'être invité à la Maison Blanche par le président Clinton lors de cette année 97 de mémoire, puisque il va être, hein, tout simplement nommé dans la First Team All-America de plusieurs médias différents. Je rappelle qu'à chaque fois, il y a différents médias qui interviennent. À cette époque-là, il n'y a pas de D1 Baseball, mais il y a déjà Baseball America, il y a Collegiate Baseball Magazine, etc., etc., et tous, à l'unanimité, bien entendu du fait de ses performances, vont le mettre bien entendu dans cette First Team All-America qui sera donc invité par le président de l'époque. Voili voilou. En 96e position, et là on repart carrément dans le passé, on arrive justement à cette fameuse limite, hein, de la deuxième partie des années 40, puisque je vais vous parler en fait d'un joueur texan, mais je suis obligé d'en parler d'un autre qui va être un peu, tout d'abord, une sorte de joueur qui est hors classement, avec lequel j'ai hésité, mais entre ces deux joueurs, le palmarès a été le tiebreaker, hein. Donc, je vous cite tout d'abord très rapidement Chick Zomleffer. Alors, c'est un joueur qui a été donc dans cette équipe dominante de Texas. Texas à l'époque, hein, à cette fin des années 40, est dans la SWAC. Et donc participe à ses premières moutures des College World Series. Alors, elles ne ressemblent pas à ce qui se passe maintenant. Il y a d'abord 2 équipes, puis 3, puis 4. En 1947 et 1948, ce Zomleffer en fait participe à cette légende, hein, tout simplement du baseball très fort défensivement en fait, hein, de Texas. Texas est appelé en fait l'équipe hermétique, hein, par excellence à cette époque-là, et le shortstop, hein, Chick Zomleffer est donc le véritable socle défensif, hein, vedette de cette équipe-là, qui en plus lors de sa dernière année, hein, en 1948 du côté de Texas, va être le meilleur frappeur de moyenne, hein, dans une équipe qui contient d'autres joueurs exceptionnels, dont un dont on reparlera certainement un peu plus tard. Pourquoi je ne l'ai pas pris? Puisque, comme je l'ai dit, j'ai pris un autre joueur qui a été quasiment dans la même époque, hein, qui a un peu succédé, même si ce n'est pas les mêmes postes. Il s'appelle Murray Wall. Ça a été un lanceur, c'était d'ailleurs l'ace de Texas. Et lui, en fait, il a quelque part récolté les fruits de cette mise en place, hein, de Bibb Falk. Bibb Falk, c'était le coach emblématique du Texas de l'époque, qui avait donc fait de la défense, hein, l'identité même des Texans, des Longhorns, bien sûr. Et ça porte les fruits dont il avait besoin pour remporter les premiers College World Series de l'histoire de Texas en 1949. Donc vous l'avez compris, Zomleffer n'est plus là, alors que Murray Wall de son côté est là. Les deux joueurs vont être All-American, hein, dans leurs différentes années, on va dire, hein, à jouer pour Texas. Donc Zomleffer 3 fois, Murray Wall 2 fois, mais Murray Wall va donc non seulement remporter le titre de 1949, mais également le titre de 1950, tout ça en étant encore une fois l'ace, hein, bien entendu, tout simplement de Texas. En étant l'ace du back-to-back, forcément, c'est lui que j'ai pris.
en termes de stats, il a réussi sur ses saisons universitaires à avoir 28 victoires pour seulement 7 défaites. Et à l'époque, on avait des confrontations amicales entre universités et équipes pro, notamment pour la préparation de ces dernières par exemple. Il a notamment réussi un match complet sans accorder le moindre walk et en ne concédant que 6 hits, 6 coups sûrs face à Milwaukee, face aux Brewers de Milwaukee de l'époque, en 1949, ce qui ajoute à sa légende. Donc voilà, Texas, lors de sa période à lui, n'a jamais perdu le titre de la Southwest Conference, que je le rappelle que, bien évidemment, ce qui faisait euh, euh, figure de référence, c'était d'abord sa conférence. On remportait sa conférence, c'est toujours un peu le cas maintenant, même si le titre national avait quand même une valeur supérieure. Mais à l'époque où on met à peine le titre national en exergue avec ses College World Series, très clairement, les facs visent toujours et avant tout le titre de leur propre conférence. Il va être intronisé d'ailleurs pour la petite histoire au Longhorn Hall of Honor dès 1978. Pour finir avec lui, il va jouer quelques saisons au niveau MLB. À l'époque, il n'y a pas de draft, bien entendu. Après le titre de 1950, il va donc aller du côté des Boston Braves. Il va jouer 4 saisons dans les majeurs, du côté des Braves, Red Sox et des Senators. Il va être d'ailleurs le meilleur releveur des Red Sox en 58 avec 10 saves et 8 victoires. Donc voilà pour la petite anecdote. Donc c'est un des premiers joueurs pour lesquels, pour finir avec ça, il m'a été très dur non seulement de trancher, mais d'avoir assez d'informations, puisque, pour tout vous dire, j'avais des noms qui changeaient. Les noms de famille ne changeaient pas, mais les prénoms changeaient, c'était un peu compliqué à suivre, mais j'ai réussi à découper et recouper un peu les informations pour pouvoir vous proposer ce joueur qui est bien plus ancien dans le temps et qui nous permet aussi de marquer l'histoire du collège baseball. Voilou. En 95e position, un joueur plutôt ancien, mais quand même bien moins ancien que Murray Wall, c'est Tim Wallach ou Tim Wallach. Alors, il a été connu en MLB dans les années 80 pour notamment avoir fait les beaux jours des Expos de Montréal. Également, il a joué du côté des Dodgers. Il a fini d'ailleurs du côté des Dodgers après avoir fait une petite mouture du côté des Angels. Il aura fait donc 17 saisons en MLB, si je ne dis pas de bêtises. Et il aura réussi quand même à être 5 fois All-Star, 3 fois Gold Glove, 2 fois Silver Slugger, donc quand même vraiment un joueur qui a compté. Il aura été aussi, et c'est pourquoi on parle de lui, bien entendu, Golden Spikes au niveau universitaire. Et là, on entre dans ces joueurs qui n'ont pas forcément eu un chemin tout tracé, puisque lui, en fait, pour sa partie, on va dire, universitaire, il commence d'abord dans un petit collège, un Saddleback College. Ça serait un peu si on voulait comparer à ce qu'on a aujourd'hui en termes de JUCO. Donc c'est Community College où vous passez 2 ans en tant qu'étudiant et donc également étudiant athlète. Et ensuite, il va transférer du côté de Cal State Fullerton. Et Cal State Fullerton, j'espère que ça vous rappelle quelque chose, puisque j'arrête pas de vous rabâcher les oreilles avec cette fac, qui est la fac mid-major la plus titrée de l'histoire avec 4 titres. Avec un coach, Augie Garrido, Hall of Fame, tout simplement, reconnu au niveau universitaire, au niveau amateur, au niveau professionnel, au niveau cinématographique, puisqu'il a aussi joué dans des films. Enfin bref, reconnu partout, c'est une icône, une légende des États-Unis, au-delà même du baseball. Et donc sous Augie Garrido, il va pouvoir réussir des choses très intéressantes, puisqu'il va être tout simplement Golden Spikes en 1979 et il va être le joueur leader de ces fameux Titans qui gagnent leur premier College World Series du côté de Omaha en 1979. Voilou. Bon, le jour suivant, on va faire très rapidement parce que vous le connaissez certainement, même si là, c'est vrai que on a l'impression qu'il est déjà entre guillemets en pré-retraite, je suis un peu méchant. C'est Chris Bryant. Chris Bryant, bien entendu, je le rappelle, rookie de l'année en NL en 2015, MVP en 2016, titré en 2016 dans des World Series de légende. On le rappelle, il fait partie de cette équipe des Cubs qui brise un peu cette malédiction de quoi c'était. Alors, je vais pas dire de bêtises en termes d'années, donc je vais me calmer. Mais c'était genre, une 80aine d'années, centaine d'années. Bref, je suis sûr que quelqu'un comme Gaëtan Alibert va vous donner exactement le nombre d'années de cette malédiction des Cubs. Mais en tout cas, voilà, il a donc compté. Je rappelle, il a été 4 fois All-Star.
Il a quoi? Il a gagné le Hank Aaron Award en 2016, bien entendu. Mais avant ça, Chris Bryant, c'était pas n'importe qui. Et oui, Chris Bryant, il a fait une grosse carrière universitaire et pourtant il n'était pas dans une grosse fac, hein. Il était du côté de San Diego, University of San Diego, parce qu'il y a plusieurs équipes de San Diego, hein, au niveau universitaire, mais il était du côté des Toreros de San Diego, donc University of San Diego, je le répète. Et en fait, Chris Bryant, c'est un joueur un peu comme d'autres, hein, qui on en reparlera bien sûr plus tard pour certains autres, mais dès son année freshman, c'est un des meilleurs joueurs de la nation en fait, au niveau universitaire. En tant que freshman, c'est .365 de moyenne à la batte, .482 d'OBP, .599 de slugging percentage, et c'est 9 home runs. Il fait partie bien sûr de la freshman All-American, voilà. Il est dans la WCC, hein, donc une conference mid-major co-freshman de l'année, et aussi co-player de l'année. Voilà. Euh, Ensuite, en tant que sophomore, il s'énerve un tout petit peu, hein. Il n'y a pas une grosse différence, mais voilà, il passe de .365 à .366 de moyenne à la batte, ce qui est toujours assez exceptionnel. Là, il passe de .599 à .671 de slugging percentage, il augmente un peu son nombre de home runs à 14, 57 points produits, il fait encore partie de la meilleure team de sa conférence, et il est un first team All-American également. Bien entendu, il continue à affoler les stats, que ce soit en termes de baseball de printemps, donc au niveau universitaire, mais aussi en termes de baseball d'été. Il fait par exemple la Cape Cod League en tant que freshman, il rejoint Team USA en termes de match d'été. Et donc en junior, en 2013, il décide d'être le plus gros frappeur de home run sur la saison avec 31 home runs. C'est d'ailleurs le record depuis le changement de batte. Vous savez, hein, au cours de l'histoire, il y a des changements d'équipement, des changements de réglementation. Et en 2011, on passe à une batte composite, hein, certifiée BB-Core. Donc en fait, c'est une norme de l'époque pour certifier la qualité de cette nouvelle batte composite. Et en fait, ça remplace un peu ces battes complètement aluminium qui ajoutaient, entre guillemets, des performances, mais qui amenaient certaines questions. Bah là, en fait, on normalise un peu le tout. Et donc, il va réussir, hein, 2 ans après cette introduction de cette nouvelle batte, à être le meilleur frappeur de home run de l'histoire de cette batte, hein. Ça va pas durer très longtemps, mais c'est quand même à noter. Et donc, cette année 2013, hein, 31 home runs, il continue à avoir des grosses stats. Et il va être tout simplement, bah, du coup, Golden Spike, mais également Dick Hauser, pour vous dire qu'il a été unanimement le meilleur joueur de la nation. Les coachs vont aussi le qualifier de meilleur joueur de la nation sur l'année, bien entendu. Et ensuite, le reste de l'histoire, vous la connaissez, et c'est pourquoi on passe à la position suivante. Là, on va parler d'un manager que vous connaissez bien si vous suivez le baseball MLB actuel, hein. Je parle bien sûr de Mark Kotsay, puisque c'est l'actuel manager des A's. C'est déjà pas mal. Mark Kotsay également, ça a été un joueur, voilà, qui a eu une fort belle carrière au niveau MLB. Je rappelle, hein, il a commencé du côté des Marlins de Florida en 97 et ensuite il a donc été voilà, joueur pendant, je pense, 17 saisons, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc c'est plutôt un joueur qui va compter au niveau MLB, un joueur très intéressant. Mais moi, je vais pas forcément m'arrêter à ce qu'il va être du côté, hein, de la MLB, puisque ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il a fait au niveau universitaire, bien entendu. Et oui, là aussi, Kotsay, c'est un joueur quelque part qui sait travailler sur sa legacy, puisqu'il va rejoindre Cal State Fullerton, bien entendu. Euh, à Cal State Fullerton, il va tout simplement gagner un titre, donc ça aide, hein, quand vous êtes le meilleur joueur de l'équipe titrée de la saison, bah, ça aide, hein. C'est en 1995 de mémoire, donc il va non seulement être le Golden Spike, mais c'est également le Most Outstanding Player, c'est un peu le sort de MVP pour les College World Series, et ça va être le 3e titre de l'histoire, hein, de Cal State Fullerton. Donc il va connaître également, bah, le bonheur, hein, d'être coaché par un coach all-time, tout simplement. C'est voilà, un joueur qui aura su compter là où il le fallait. D'ailleurs, ce qui est intéressant à noter pour Marc Kotsay, c'est que ça a été également un two-way player. Et oui, puisque si nous on l'a connu plutôt en tant que joueur de champ, hein, du côté de la MLB,
en universitaire, et c'est pourquoi c'était aussi une accolade en plus, et c'est pourquoi il intègre mon top 100. L'année où il est Most Outstanding Player et Golden Spikes, il réussit déjà des fortes performances en tant que frappeur, mais également c'était le closer et l'un des meilleurs closers de l'équipe qui a fini par remporter le titre. Il a d'ailleurs pitché les derniers 5 outs pour gagner le titre des College World Series en 1995. Donc voilou, c'est pourquoi il était important de parler de l'actuel coach, enfin manager des A's. Le prochain joueur dont je vais parler, vous le connaissez bien, on va pas rester longtemps dessus. C'est un joueur qui, au niveau performance, a su être exceptionnel. Au niveau humain, bon, voilà, chacun a son avis dessus. C'est bien sûr Trevor Bauer. Trevor Bauer, alors, je rappelle rapidement, en MLB, c'est quand même un joueur qui aura su être Cy Young. C'était quoi? C'était en 2020 pour la saison courte de mémoire. Il a été All-Star également. Il a été donc ERA leader la même saison. Il a été Cy Young, All MLB First Team, etc., etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il a fait avant ça. Et bien sûr aussi avant de partir du côté de la NPB. C'est ce qu'il a fait au niveau universitaire. Il n'était pas dans n'importe quelle université, il était du côté d'un UCLA qui était en constante progression, dans une Pac-12 en ébullition. Il est dans ce UCLA du tout début des années 2010 avec un certain Gerrit Cole. À eux deux, ils vont faire des choses assez exceptionnelles. Même si de leur côté, entre eux, il y a une certaine rivalité, tout ne se passe pas si bien que ça, mais je veux dire, en tant que performeur dans cette Pac-10 qui va devenir la Pac-12, Cole et Bauer vont réussir des records assez exceptionnels. Euh, je pense qu'en 2010, d'ailleurs, de mémoire, il commence avec un 10-0 en termes de start, c'est-à-dire 10 victoires, 0 défaites. C'était le meilleur record de l'histoire de la fac, tout simplement. Euh, Ils ont réussi d'ailleurs à faire partie de cette équipe qui a donc gagné du côté des Bruins 22 matchs de suite cette même année, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, vraiment une grosse équipe. Et donc, en tant que junior en 2011, Bauer va réussir à battre quelques records et ça va lui permettre tout simplement d'être un Golden Spikes, qui va être la première fois qu'un joueur de UCLA gagne le Golden Spikes, tout simplement. Il va être également le National Pitcher de l'année. Voilou, on peut passer au joueur suivant. En 91e position, je ne sais pas si vous êtes en train de compter, mais je vous le rappelle, on va parler de Kip Bouknight. Alors, Kip Bouknight, en soi, en MLB, bon, c'est pas le joueur que l'on va retenir forcément. C'est clairement un joueur qui va plutôt faire ses gammes dans les mineurs. C'est pas un joueur que l'on va pouvoir retrouver vraiment au plus haut échelon, tout simplement. Donc c'est pas là-dessus que l'on va s'arrêter. Mais par contre, au niveau universitaire, il va réussir des choses assez exceptionnelles, ce qui fait qu'il est dans mon top 100. Alors non seulement au niveau national, mais surtout, c'est un joueur qui va réussir à mettre en place des records dans sa fac. Ça va être le joueur qui va lancer le plus de manches dans l'histoire de la fac pour un joueur, 482. Il va réussir le plus de strikeouts dans l'histoire de la fac de South Carolina, 457. Et je rappelle que South Carolina, c'est une fac qui compte en college baseball parce qu'elle a été déjà titrée de mémoire 2 fois. En termes de matchs gagnés, 45. En termes de matchs startés, 57. Je rappelle qu'au niveau baseball universitaire, par saison, vous avez une cinquantaine de matchs, sauf si vous allez vraiment au bout et que vous gagnez le titre. Mais voilà, vous ne dépassez rarement les 70 matchs par saison. Donc il faut se rendre compte de ce qu'il a fait. Il va terminer sa carrière en 45 victoires, 12 défaites. Je pense que il fait partie, il doit avoir le record all-time de SEC ou être égalité à ce niveau-là. Je me rappelle que j'avais vu qu'il était co-leader ou un truc comme ça. J'ai pas cette stat-là devant moi, mais en tout cas, c'est toutes ces choses-là qui font que c'est un pitcher qui a compté. En 1998, il va réussir à avoir un ERA de 2.21 et un record de 6 victoires, une seule défaite. Il va être donc First Team All SEC. Il va être également SEC All Freshman, parce que c'était sa saison freshman.
c'est clairement un joueur qui va donc tout au long de sa carrière, hein, puisqu'il va faire 4 ans, hein, euh, au niveau au final, comment on appelle ça, universitaire, c'est un joueur qui va donc compter. Il va tout simplement finir par avoir tellement d'accolades qu'il ne saura plus où les mettre et à gagner en fait tout simplement le titre de meilleur joueur national, c'est-à-dire avoir le Golden Spike, hein, euh, et ça c'est en 2000. Voilà. Donc c'est un joueur qui aura su être à la base de beaucoup de records de sa fac, au niveau de sa conférence aussi réussir des records, au niveau national être le meilleur pitcher enfin l'un des meilleurs pitchers sur les 3 à 4 saisons qu'il a pitché, et c'est pour toutes ces raisons que Keep Booknight est dans mon top 100 à la 91e position. En 90e position, on a un joueur qui a compté, hein, lors de sa carrière MLB, notamment du côté des Red Sox, c'est Nomar Garciaparra. Alors je rappelle rapidement en MLB, shortstop de son état notamment du côté des Red Sox avant de passer à d'autres positions de l'infield en vieillissant. Du côté des Red Sox, c'est clairement un joueur, hein, surtout son stint, qui va compter rookie de l'année en 97, 6 fois All-Star, donc 97, 99, 2000, 2002, 2003, 2006. Il a été Silver Slugger, hein, tout simplement. Euh, il va malheureusement, si je dis pas de bêtises, quitter les Red Sox au plus mauvais moment pour pouvoir être titré. C'est un peu le paradoxe. Mais nous, on va pas forcément se focaliser sur ce qu'il a fait au niveau MLB, mais comme d'habitude, on va regarder ce qu'il a fait au niveau universitaire. En 91, il est drafté par les Brewers, mais il dit que nenni, je vais partir du côté de Georgia Tech. Georgia Tech, j'en ai souvent parlé, ils ont eu un coach qui est Hall of Fame, hein, tout simplement, il vient de prendre sa retraite, c'est Danny Hall, plus de 1300 victoires en carrière, l'un des coachs les plus titrés de l'histoire. Eh bien, Garciaparra va aller dans cette fac-là, du côté de Georgia Tech et les Yellow Jackets. Et avec Garciaparra, les Yellow Jackets vont avoir des saisons assez exceptionnelles et ils vont notamment aller jusqu'au final des College World Series, hein, face à Oklahoma, qu'ils vont malheureusement perdre. Ça, c'est en 94. Et il faut le savoir, c'est que lui, chaque saison, hein, 92, 93, 94, il va être exceptionnel avec eux. Et surtout, sa saison 94, il termine avec une moyenne à la batte de .427. Là, on rentre vraiment dans le système jeu vidéo, encore une fois. Euh, c'est un joueur qui aura su donc faire montre de choses assez exceptionnelles et qui va être chaque année dans sa conférence First Team, enfin First Team de la conférence ou All-Star, parce qu'à l'époque on parlait de All-Star pour la ACC, et surtout il va être First Team All-American et en 93 et en 94. Donc clairement c'est un joueur qui a su, hein, faire preuve de choses assez exceptionnelles, même si peut-être qu'au niveau individuel il lui manque, pardon, au niveau individuel, au niveau pour être plus haut, en fait, ce qui lui manque clairement, c'est le titre. Il allé jusqu'à la finale, mais il n'a pas pu avoir le titre, et c'est clairement peut-être la chose qui lui manque pour être un peu plus haut dans mon classement. Voilou. Passons maintenant à la position suivante et on va parler de Ricky Wicks Jr. Ricky Wicks Jr., c'est clairement un joueur qui a compté du côté des Brewers et de son organisation, qui a même compté il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'après avoir fini sa carrière MLB, il est rentré dans l'organigramme un peu des Brewers pendant un temps. Euh, c'est un joueur qui clairement, hein, a su, comment je vais dire ça, euh, faire preuve voilà, de grosses performances. Un joueur dont on a vanté la vitesse, notamment la vitesse de sa batte. Et c'est un joueur qui, s'il n'a pas non plus une sorte d'accolades exceptionnelle en MLB, il a quand même été All-Star en 2011, il faut le souligner. C'est un joueur, voilà, qui a su tirer son épingle du jeu au niveau professionnel. Mais avant ça, c'est un joueur qui a su être un joueur qui compte en sortant d'une fac qui était une toute petite fac. Ce qui est quand même assez exceptionnel. Il faisait partie de Southern University, donc c'est une fac, comment on appelle ça, euh, HBCU, waouh, j'ai eu du mal à vous le dire. Mais lui, ça a été clairement un moteur, hein. Il a eu des saisons exceptionnelles. C'est surtout à partir de sa saison de sophomore euh, qu'on a pu voir, hein, de quoi il est capable. Lui qui a notamment longtemps hésité entre le football et le baseball, il a joué les deux sports. En tant que sophomore, il fait une saison exceptionnelle, hein, tout simplement. Il termine avec une moyenne à la batte de .495. Ce n'est pas une erreur, c'est .495 avec 20 home runs. Il a d'ailleurs gagné le batting title, hein, cette année-là. Je pense que pour le battre, il fallait vraiment se lever de bonheur.
L'année suivante, bon, il fait voilà, quelque chose un peu presque décevant, on va dire, puisqu'il baisse un peu ses productions statistiques, pardon, avec une moyenne à la batte de .479, quoi seulement, et 16 home runs. Il va encore une fois gagner le batting title, forcément. Et d'ailleurs, il va être le joueur de l'année, il va recevoir le Golden Spikes, ce qui voilà, fait sens. Alors forcément, il est dans une fac beaucoup plus modeste, ce qui lui a empêché de pouvoir vraiment performer au plus haut étage du niveau national, c'est-à-dire les College World Series. Mais en tout cas, il aura su euh, faire montre de statistiques individuelles exceptionnelles, et notamment, je pense que sa moyenne en carrière à la batte, c'est la plus grosse de l'histoire de la NCAA. C'est .465 de moyenne en carrière à la batte. C'est-à-dire que sur 546 at-bats dans sa carrière universitaire, il en a réussi 254, presque la moitié. Oui, il faut se rendre compte quand même de la folie statistique qu'a été Ricky Wicks Jr. Et c'est pourquoi il intègre mon top 100 forcément. Forcément, bon bah voilà, là, le fait qu'il soit entre guillemets aussi bas, c'est inhérent bah, notamment à ce qu'il a pu faire au niveau fac, et surtout à ce que sa fac a pu faire, parce qu'elle était bien plus modeste. Mais ça n'enlève en rien ses qualités au niveau universitaire et ce qu'il a su faire. Voilou. Le prochain joueur fait partie de ces joueurs qui ont eu une carrière, on va dire, universitaire exceptionnelle, mais qui ne s'est pas traduite au niveau professionnel. C'est Mike Lloyd. Alors, Mike Lloyd, déjà, il est parti dans une fac réputée, c'est Florida State. Il a été donc sous les ordres de Mike Martin, l'un des coachs les plus... comment je peux dire ça? Alors, en gros, il y a Augie Garrido et il y a Mike Martin, quasiment. J'exagère un peu, il y a bien sûr des Rod Dedeaux et d'autres coachs au niveau universitaire, mais c'est l'un des coachs voilà, les plus victorieux. C'est un des coachs qui a aussi la plus longue longévité. Du côté de Florida State, je pense que c'est 40 saisons, si je dis pas de bêtises. Euh, c'est clairement un coach qui a su voilà, compter, tout simplement, avec Florida State. En fait, c'est le plus grand coach de l'histoire qui n'est pas titré. On peut le traduire comme ça. Parce que Florida State, je pense que c'est l'équipe qui a été le plus de fois au College World Series, mais malheureusement qui n'a pas réussi à gagner. Euh, c'est aussi l'équipe qui avait réussi le plus de fois à se qualifier consécutivement au tournoi national. Euh, voilà, c'est Mike Martin, ça a été exceptionnel. Mais on n'est pas là pour parler de lui, on est là pour parler de l'un de ses nombreux rejetons, entre guillemets, c'est Mike Lloyd. Alors, Mike Lloyd, encore une fois, malheureusement, ça a été une étoile filante au niveau MLB, puisqu'il commence en 86 du côté des Rangers, il finit en 87. En fait, il commence vraiment très bien, mais au tout début, et très vite, ça devient compliqué. Donc malheureusement, il n'aura pas voilà, la carrière imaginée et escomptée. C'est un pitcher qui arrivait à toujours garder son calme, mais à rester en même temps à la fois très agressif et compétitif, presque provocateur au niveau universitaire. Il y avait cette fameuse anecdote où, après avoir retiré son 16e batteur lors d'un match, il dit next, à qui le tour, et il s'adresse aux deux gardes bien sûr adverses pour bien les provoquer. C'est un joueur qui a réussi à avoir une progression constante, à faire partie des équipes All-American et All-Conference de sa conférence du côté de Florida State. Et surtout, lors de son année 1986, donc sa dernière année au niveau universitaire, avant qu'il soit drafté, il réussit à battre des records. C'est d'ailleurs notamment le joueur qui finit sur une saison à avoir le plus grand nombre de wins sur la saison, je pense à égalité, avec 20 wins. Sur une saison, il réussit 183 strikeouts. Il réussit en carrière 377 strikeouts en un peu plus de 390 manches, si je dis pas de bêtises. Donc c'est clairement le pitcher qui a gagné le plus de matchs en 1986. Il devient donc forcément Golden Spikes. C'est le meilleur joueur aussi de sa conférence. Voilà, clairement comment on peut dire ça, un pitcher qui aura su compter, même s'il n'y aura pas de titre à l'arrivée au niveau universitaire. Mais ça, c'est la malédiction de Florida State en soi. Et ensuite, dès son premier match du côté des Rangers, pour vous dire que ça avait bien commencé, il va réussir à stopper un streak de 7 matchs d'affilée perdus en battant les Indians de Cleveland, et notamment face à Phil Necro, donc Hall of Famer, bien entendu. Voilà, mais malheureusement, encore une fois, une carrière en étoile filante en MLB, mais ça n'empêche qu'il est parmi les meilleurs joueurs de l'histoire tout simplement du college baseball.
voilou. Quand on fait un top 100, d'ailleurs, au passage, puisqu'on va parler du prochain joueur, on a forcément des joueurs qui représentent la bonne santé de certaines facs au niveau historique. C'est le cas notamment de LSU. LSU, je rappelle, c'est la deuxième fac la plus titrée de l'histoire dorénavant, hein, toute seule, avec 8 titres, avec déjà 2 derniers titres remportés dans cette décennie 2020, en 2023 et donc en 2025. Et donc forcément, on s'attend à retrouver des joueurs qui ont composé les différentes époques victorieuses et successful de cette fac. Le prochain joueur dont je vais parler, Eddie Furniss, est un clair représentant de cette période de domination de LSU dans les années 90. Tout d'abord, il faut le rappeler, il est arrivé lui en 95. En tant que freshman en 95, il tire son épingle du jeu avec une petite moyenne à la batte de .326. Il fait partie des meilleurs joueurs de la conférence, sans être paradoxalement le meilleur, mais parce qu'il y a tellement d'embouteillages rien que dans sa fac. Et il décide que voilà, ça doit arrêter, il doit vraiment montrer sa domination à partir de son année sophomore. 1996 arrive donc, il est sophomore et il est tout simplement élu meilleur joueur de la SEC avec .374 de moyenne à la batte et 26 home runs, 103 points produits. C'était d'ailleurs la marque record sur l'année 96 en termes de points produits. Il sera également bien sûr First Team All-American et les Tigers de LSU, non contents de dominer clairement le baseball universitaire de la fin des années 80 jusqu'à la fin des années 90, vont remporter l'un des titres les plus beaux en termes de finale. C'est-à-dire qu'ils vont gagner face à Miami en 96, et en 96, cette finale face à Miami, c'est peut-être la plus belle de l'histoire. Et il fait partie de cette équipe-là. Il gagne, il revient en tant que junior. En tant que junior, il augmente quelque peu ses statistiques de moyenne, notamment la moyenne à la batte. Il diminue par contre sa production pure en termes de totaux. C'est notamment .378 de moyenne à la batte et 17 home runs et 77 points produits. Et les Tigers vont encore gagner le titre national. Donc il va donc être back-to-back champion. Il va clairement réussir à compter. Et donc, il va revenir, si je dis pas de bêtises, en 98. En 98, clairement, le monsieur est injouable. Il est injouable. Il a dit que non, c'est pour moi. 98, c'est mon année. Alors, il arrive avec une moyenne à la batte de .403. Il réussit en termes de production statistique totale, 27 doubles, 3 triples, 28 home runs, 85 points produits. 85 points scorés, donc runs scorés, et 76 points produits. Il va aussi réussir à provoquer 72 buts sur balle, alors qu'il ne se fait strikeout entre guillemets que 40 fois. Il est donc bien sûr First Team All-America, il est All-SEC, il gagne le Dick Howser Trophy, et il va aussi jusqu'au demi-finale du Golden Spikes. Donc il fait partie de ces fameux joueurs qui, du fait de l'hégémonie de plein de joueurs qui dominent en même temps, ne remportent pas tous les trophées en même temps. Voilà, il gagne le Dick Howser Trophy, et je pense que le Golden Spikes, c'est pas de Burrell cette année-là. Donc en termes de carrière à LSU, il termine avec en carrière 371 de moyenne à la batte. Il va mettre en place des records. Par exemple, le nombre de coups sûrs en SEC, c'est 352, c'est son record. Le nombre de doubles, 87. Le nombre de home runs, 80. Le nombre de points produits, 309. Le nombre de bases totales, 689. Forcément, avec une carrière de 4 ans, il va faire partie de ces leaders all-time de la NCAA au niveau offensif dans plein de catégories différentes. Alors, je sais qu'en 97, d'ailleurs, il avait été drafté, si je ne dis pas de bêtises, par les Twins, mais donc il va donc décider de revenir du côté de LSU, et bien on va lui en faire, ça va lui faire du bien, puisqu'il va être justement l'un des meilleurs joueurs de la saison, comme je viens de le dire, et il va être du coup drafté plus haut par les Pirates en 98. Malheureusement, sa carrière MLB ne va pas décoller, et en tout cas, il sera bien sûr reconnu du côté de LSU, parce qu'il va faire partie de ces premiers joueurs de LSU à avoir les maillots retirés. Tout simplement, voilà. En 86e position, on passe à Dustin Ackley. Alors, pour ceux qui l'ont vu au niveau de la MLB, ça n'a pas été un joueur qui a vraiment compté. Et donc, forcément, ça peut surprendre de l'entendre dans ce classement.
Mais au niveau universitaire, attention, Dustin Ackley, c'était pas n'importe qui. Loin de là. Il va s'illustrer du côté de UNC. UNC, c'est vrai que, bon là en ce moment ils sont de nouveau plutôt dominants, mais la fin des années 2000 pour UNC, c'était vraiment clairement une période de domination. On va les retrouver plusieurs fois au College World Series, et Dustin Ackley va clairement tirer son épingle du jeu, et lui dès sa saison freshman. Vous voyez plutôt. En 2007, il arrive donc en tant que freshman et il va mettre en place des records, battre des records sur une saison du côté de UNC. Il va notamment être le plus grand frappeur de coups sûrs sur la saison au niveau national avec 119 coups sûrs. Il va, en termes comment on peut dire ça, de longévité, de durabilité, il va réussir à jouer 73 matchs, parce que UNC va aller jusqu'au bout. Ils vont perdre, mais ils vont perdre au niveau des College World Series face à Oregon State. Et donc, il va finir à avoir 296 at-bats, 73 matchs joués. Il va réussir en termes de stats à avoir notamment une moyenne à la batte de .402 en tant que freshman. C'est le 5e Tar Heel de l'histoire qui arrive à avoir une moyenne à la batte au-dessus des .400 sur une saison. Il va être bien sûr élu freshman de l'année, tout simplement, au niveau national. Et tout le monde va vraiment s'exciter autour de lui. Parce qu'on se dit, voilà, en tant que freshman, il nous réussit ça, qu'est-ce que ça va être les années suivantes? Eh bien, en 2008, il va encore une fois aller assez loin avec UNC. Cette fois-ci, ils vont s'arrêter un peu plus tôt, mais toujours dans les College World Series. Donc, il va pouvoir jouer 68 matchs, les 68 matchs de l'équipe. Il va jouer un tout petit peu dans le left field, mais c'est plutôt un joueur qui va rester en première base. En termes de stats, c'est .417 de moyenne à la batte. Donc encore une fois, il augmente sa production statistique. 82 runs scorés, 7 home runs, 51 points produits et 19 bases volées. C'est le seul joueur du coup de l'histoire de UNC à battre, donc avoir une moyenne à la batte au-dessus de .400 2 fois dans une carrière. C'est un joueur qui clairement met en place des records UNC, tout simplement. Il va être encore une fois All-American, et en 2009 en tant que junior, il décide d'avoir une explosion en termes de puissance à la batte. C'était peut-être ce qui lui manquait, c'était la puissance à la batte, parce qu'il frappait très peu de home run malgré sa grosse discipline. Là en 2009, il dit que maintenant, ça y est, je suis aussi puissant. Puisqu'il va terminer cette saison-là avec .412 de moyenne à la batte et 22 home run, ça va lui permettre encore une fois de se mettre tout en haut de ce qui se passe en termes d'histoire de la fac. Il va être derrière, je pense, 2 ou 3 autres joueurs. Alors non, un seul joueur, parce que c'est le deuxième joueur de l'histoire de UNC, derrière Chad Flack, à réussir 300 coups sûrs et 200 runs scorés dans sa carrière. Il va être d'ailleurs ACC Player de l'année en 2009. Il va avoir les All-American, bien sûr, Honor, tous les honneurs, il va faire partie des awards tout en haut. Il ne sera pas, attention, Golden Spike, mais tout simplement parce que la concurrence est rude. On va parler de certains joueurs un peu plus tard dans le classement, et quand je vais vous donner les noms et les périodes, vous allez vite comprendre pourquoi il n'aura pas été Golden Spike, ni Dick Hauser, ni Brooks Wallace, parce que notamment, il y avait des joueurs qui étaient, et qu'on a vu en MLB après, assez exceptionnels. Tout ce qu'il va faire, d'ailleurs UNC va encore une fois aller du côté des College World Series, tout ce qu'il va faire, ça va lui permettre d'être drafté très haut, bien sûr. Il va être deuxième pick overall par les Mariners. Malheureusement, vous l'avez compris, sa carrière au niveau MLB ne sera pas du tout au niveau de ce que l'on pouvait attendre après l'avoir vu performer de manière exceptionnelle à l'échelon universitaire. Ça fait partie de beaucoup de joueurs dans l'histoire, au final, ont eu des carrières MLB bien en deçà de ce qu'ils ont montré au niveau universitaire, voire quasiment inexistantes. Mais en tout cas, Dustin Ackley a clairement été un joueur qui a compté à la fin des années 2000. Et encore une fois, quand je vais vous donner d'autres noms de certains joueurs à la fin des années 2000, il y en a que vous avez déjà en tête, j'en suis sûr. Vous allez comprendre quand même que ce qu'il a fait, c'est pas n'importe quoi face à ces joueurs référencés. Voilou, on passe en 85e position. Et là, en fait, j'ai fait un choix particulier. Alors, c'est un joueur qui n'aurait peut-être pas les plus grosses stats, quoique, puisque vous allez voir sa position joue.
c'est surtout un joueur qui a non seulement voilà, marqué un programme qui, parmi les mid-majors, a été un programme qui a compté, un des rares programmes mid-majors à avoir remporté au moins un titre. C'est également un joueur qui a été un pionnier du fait de sa provenance, sa communauté, je vais dire sa nationalité, c'est pas exactement une nationalité, mais son origine. Et quelque part, il a été l'ambassadeur et quelqu'un qui a ouvert la voie à d'autres joueurs un peu plus récents. Le joueur dont je parle, c'est Dane Sardina. Alors, pour ceux qui le connaissent, en MLB, il a joué. Ça aurait été un catcheur très solide, très fort défensivement, un catcheur de réserve très important. Il aura notamment été euh, le receveur d'une batterie assez exceptionnelle, notamment chez les Phillies en 2011. Mais c'est pas pour ça qu'on va parler de lui, parce qu'en MLB, c'est vrai qu'au niveau défensif, il était déjà prêt même à son arrivée en MLB. Il a été aussi connu pour avoir refusé comment on peut dire ça, de signer du côté de Kansas City Royals, puisque je pense qu'il était déjà à l'époque représenté par Scott Boras, tiens, et il a préféré finalement aller du côté de la fac que de signer avec les Kansas City Royals en 97 pour des questions financières notamment. Il a parié sur lui-même et c'est devenu une légende de la NCAA puisque c'est un receveur, donc je parlais de position premium, et forcément les receveurs, voilà, à part si vous êtes Johnny Bench ou Buster Posey, c'est difficile pour vous d'avoir un terreau médiatique tel face à des productions statistiques qui vont être souvent supérieures à la vôtre. Mais quoi qu'il en soit, Dan Sardina a su voilà, tirer son épingle du jeu à Pepperdine. Et donc Pepperdine, c'est une des facs mid-majors qui a compté dans le baseball universitaire et qui compte. Il est hawaïen, originaire d'Honolulu. Il a été l'un des premiers joueurs de l'archipel à atteindre un tel niveau de domination, que ce soit au niveau sportif en termes de baseball, en NCAA ou au niveau même médiatique. Avant lui, seul Derek Tatsuno, et ça c'était l'université de Hawaï, ça c'était dans les années 70, avait eu un impact, on va dire, comparable pour un joueur issu des îles hawaïennes. Et il a quelque part ouvert la voie à des joueurs comme Kurt Suzuki plus tard. Kurt Suzuki, je rappelle qu'au niveau de la fac, ça a été un champion universitaire avec Cal State Fullerton. Si on parle maintenant de ce qu'il a fait du côté de Pepperdine, ça a été un joueur qui a su être très performant. Alors, tout d'abord en termes de stats purs, si je dis pas de bêtises, il a déjà réussi sur une saison à avoir plus de 400 de moyenne à la batte. C'est pas rien, et surtout pour un receveur, notamment toutes les duties, tous les devoirs qu'ils ont au niveau défensif. On le sait que cette position demande tellement au niveau athlétique, physique et concentration que c'est vrai que au niveau offensif, on n'en attend pas tant, entre guillemets. Il va finir d'ailleurs, je pense, sa carrière avec plus de 360 de moyenne à la batte. Ce qui va lui permettre voilà, de réussir, que ce soit sur la saison sophomore en 99 ou junior en 2000, à atteindre la quinzaine, voire plus de home run par saison. Et je pense que du coup, il a l'un des plus gros totaux de home run en carrière pour la fac, avec 45 home run. Ce qui fait de lui voilà, une légende de cette fac, même s'il n'a pas été donc titré avec cette fac. Il ne fait pas partie de cette génération titrée. Je pense que Pepperdine, c'est dans les années 80 qu'ils ont été titrés de mémoire. Je vous dis peut-être une bêtise, mais je revérifierai peut-être. Ou quand je vous ferai un spécial Pepperdine, là je vous donnerai l'info exacte. Mais en tout cas, c'est un joueur qui a su compter, qui s'il n'a pas eu de Golden Spikes, a eu voilà, des belles accolades. Il a été reconnu, il a été dans les All-American Team, notamment en 2000. Il a été joueur de l'année de sa conférence en 2000. Il a été finaliste du trophée Johnny Bench, si je dis pas de bêtises, également en 2000. Donc toutes ces choses-là ont fait de lui, avec ce côté prodige défensif, un combo sur ses grosses, on va dire, performances offensives à la fac, un combo qui a été dévastateur, et c'est pourquoi, pour moi, il entre dans ce top 100 et pas tout en bas, puisqu'il est donc 85e. Voilou. On passe à la 84e position et on va parler de Floyd Bannister. Alors Floyd Bannister, il a été connu dans les années 70-80 et au début des années 90 en MLB, également en NPB. C'est un joueur qui aura su rester assez solide pour avoir une carrière quand même honorable au niveau MLB. Il a même été All-Star en 1982 du côté des Mariners. Il a été d'ailleurs AL Strikeout Leader cette même année, bien entendu. Il aura donc joué pour les Astros, les Mariners, les White Sox, les Royals, les Yakult Swallows en NPB, puis sera revenu pour faire une dernière pige du côté des Rangers et je pense juste avant des Angels.
Encore une fois, le plus important, c'est pas ce qu'il a fait au niveau, hein, comment on appelle ça, au niveau professionnel, mais c'est surtout au niveau universitaire, hein, euh, qu'on l'a reconnu, hein, tout simplement. Floyd Bannister a donc joué du côté d'Arizona State et si vous suivez un peu ce que je dis, Arizona State fait aussi partie des facs les plus influentes historiquement, les plus titrées, hein, de l'histoire du baseball universitaire. Et lui, il a participé à des College World Series avec cette fac-là en 75 et 76, mais il a surtout et également été joueur de l'année, hein, je pense que c'était en 76 de mémoire. Il a notamment battu des records, c'est devenu une légende des Sun Devils, et pour une légende des Sun Devils, il faut vraiment réussir des grosses choses, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de champions. Il a même été, hein, d'ailleurs, introduit au Hall of Fame de cette fac. Alors, il a notamment réussi en carrière à ASU à avoir un IRA de 1.88, 38 victoires, 6 défaites. Il a réussi 29 matchs en carrière complet, hein, dans l'histoire de son passage à la fac. C'est d'ailleurs le deuxième plus grand total en carrière pour un pitcher dans l'histoire de l'école. Et il a réussi 478 strikeouts durant sa carrière. C'est là aussi le deuxième plus haut total en carrière pour un joueur dans cette fac. Donc tout ça, bah forcément, ça place un bonhomme. Il a réussi à avoir le meilleur IRA de l'histoire de la fac sur une saison avec un IRA de 1.45 en 76. Il a réussi voilà, le meilleur total de strikeouts sur une saison avec 217 en 75. Le meilleur nombre de shutouts sur une saison en 76 avec 4. 17 matchs complets en 76 également. Donc là aussi, c'est un record sur une saison par un joueur de ASU. C'est clairement voilà, un joueur qui a su dominer. Il a donc été d'ailleurs élu meilleur joueur de la saison 76 au niveau national. Et donc, comme j'ai dit, en plus, il a réussi à aller jusqu'au College World Series en 75 et 76. Ce qui fait forcément de lui l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, parce qu'il a été l'un des meilleurs joueurs, un des détenteurs de record d'une des plus grosses facs, hein, tout simplement de l'histoire. Donc voilà pour Floyd Bannister. On passe à la position suivante, et là encore on va parler d'un autre pitcher, un pitcher qui aurait su être exceptionnel dans une fac historiquement exceptionnelle. Je parle bien entendu de Burt Hooton. Burt Hooton, il a quand même eu une carrière intéressante au niveau MLB. Je le rappelle, il a joué du côté des Cubs, des Dodgers, des Rangers, il a été All-Star en 81, il a gagné aussi les World Series en 81, bien entendu, hein, avec les Dodgers. Il aurait été NLCS MVP. Voilà, il a notamment pitché un no-hitter en 72, donc ça c'est pour la MLB. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il faisait à Texas, l'une des meilleures facs de l'histoire? Eh bien, chacune de ces saisons à Texas, ce sont des saisons all-time. Il a été 3 fois All-American sur ces 3 saisons, hein. Il a battu pas mal de records, ou mis en place pas mal de records pour la fac. Il a gagné la conférence, hein, la SWAC, pardon, 3 fois à chaque fois, hein. Donc chaque saison il a gagné. Il a été le meilleur joueur de cette conférence à chaque saison. Il a gagné 35 matchs pour 3 défaites. Il a réussi 2 no-hitters. Il a été au College World Series, hein, si je dis pas de bêtises, en 69 et en 70. Ils n'ont pas gagné malheureusement, mais en tout cas ils ont fait montre de grosses performances, et il a été le moteur de cette fac en tant que pitcher. Ça a été l'ace un peu de cette fac de Texas à la fin des années 60 et début des années 70, et pour toutes ces raisons, Burt Hooton est donc notre, je pense, 83e meilleur joueur de l'histoire, d'après mes propres calculs. Voilà. En 90e position, on revient du côté de ASU. On vient d'en parler il y a 2 positions. Et là, on va parler cette fois-ci de Odib McDowell. Odib McDowell, il aura eu quand même une carrière très intéressante, hein, au niveau MLB. Un joueur solide, hein, professionnel, du côté des Rangers, des Indians, des Braves, des Rangers. C'est bien tout ça, mais encore une fois, nous, ce qu'on veut voir, c'est au niveau universitaire, bien entendu. Bah, tout d'abord, il est à noter que Odib McDowell a joué notamment avec Barry Bonds. C'est toujours bien de le savoir. Et surtout, l'année 84 est une grosse année pour lui. Déjà en 83, il fait une très belle saison, mais l'année 84, c'est .405 de moyenne à la batte, et notamment 23 home runs. Ce qui va lui permettre de devenir un Golden Spikes.
Et quand vous réussissez ce genre de performance avec des chiffres qui font partie des meilleurs chiffres de l'histoire, forcément, ça vous permet voilà, d'avoir un résumé assez sérieux, un CV assez sérieux pour pouvoir postuler au meilleur joueur de l'histoire de la NCAA. Il aura donc été élu meilleur joueur, hein, donc cette année 84, par également différents médias. Il sera au final 2 fois All-American, donc en 83 et 84 du côté des Sun Devils. Et son numéro fait partie de ces rares numéros retirés par Arizona State. Il avait le numéro 0 d'ailleurs. Ce qui est assez intéressant, hein, puisque voilà, hein, il fait partie du College Baseball Hall of Fame. Et donc, c'est un des 7 joueurs d'Arizona State à faire partie des College Baseball Hall of Fame. Ce qui n'est pas rien. Donc, pour toutes ces raisons, et peut-être pour le fait que c'est un peu à pied de nez à Barry Bonds, qui a été, même au niveau universitaire, très critiqué pour son côté très égoïste, Odib McDowell faisait ressentir quelque chose de différent, beaucoup plus collectif, beaucoup plus fédérateur. Et même si cette dernière partie ne fait pas ne fait pas que je l'ai mis à cette position-là dans le classement, hein. Je suis pas allé voir si mentalement c'était ou émotionnellement c'était quelqu'un de bien ou pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est toujours des bonnes anecdotes à ajouter pour l'aspect sportif, hein, sportsman-like conduct. Et donc pour toutes ces raisons, Odib McDowell est dans mon classement. Voilou. On va maintenant parler d'un joueur qui compte vraiment pour les Red Sox. Et oui, c'est pas n'importe qui, il fait partie du Hall of Fame des Red Sox. Et il a clairement mis de l'ombre sur un autre joueur dont on a parlé un peu auparavant, c'est Jason Varitek. Vous allez vite comprendre. Je rappelle bien sûr, ça a été un joueur emblématique des Red Sox, hein, de 97 à 2011. Il a été 3 fois All-Star, il a gagné 2 World Series en 2004 et 2007, bien entendu. Il a été Gold Glove, il a été Silver Slugger. Tout ça, c'est bien. Nous, on va encore une fois repartir du côté universitaire pour vous montrer que c'était déjà un très très fort joueur. Et oui. Et je vous ai parlé tout à l'heure de Nomar Garciaparra, qui a fait une très grosse carrière universitaire, notamment du côté des Yellow Jackets de Georgia Tech. Eh bien, il avait pour coéquipier, bien sûr, Jason Varitek. Et il avait un autre coéquipier, Jay Payton, hein, voilou, pour tout vous dire. Et donc en 94, je vous le rappelle, ils vont jusqu'au World Series, ils vont en finale, ils perdent face à Oklahoma. Eh bien, notre ami receveur du côté de Georgia Tech à l'époque va être celui qui va donc remporter le titre de meilleur joueur de la saison, puisqu'il va non seulement remporter le Golden Spikes, mais également le Dick Hauser. Et oui, c'est pas très sympa de ne pas avoir partagé avec Garciaparra, mais en tout cas, c'était bien sûr mérité, puisque très clairement, il va marquer l'histoire, hein, du college baseball pendant son passage, hein. Il va être All-American en 92, en 93, en 94. Et oui, c'est pas rien, c'est-à-dire que chacune des 3 saisons. Il va être aussi bien sûr First Team All-ACC pendant chacune de ces années. Il va être meilleur joueur de sa conférence en 1993. En 94, comme je l'ai dit, il gagne le Dick Hauser et le Golden Spikes. C'est un joueur qui va mettre en place des records à Georgia Tech, hein, le nombre de home runs en carrière 57, le nombre de runs scorés en carrière 261, le nombre de coups sûrs en carrière 351, le nombre de doubles 82, points produits 251 et total bases 610. En carrière, en moyenne à la batte, c'est points 384, c'est la 5e marque la plus haute dans l'histoire de la fac, hein, en carrière. Clairement un joueur qui aura su compter, alors que je rappelle c'est un receveur, c'est pour ça aussi que c'est encore plus de, entre guillemets, de valeur, hein. Ça reste une position, encore une fois, comme on le dit à chaque fois, on le dit pas assez, mais premium. Donc ça fait que toutes ces raisons font de lui l'un des 100 meilleurs joueurs, bien entendu, de l'histoire du collège baseball. Voilou. Nous arrivons à la 80e position. Et là, on va parler d'un joueur qui n'aura pas réussi à faire sa place en MLB, c'est Phil Stevenson. Le joueur a très clairement, par contre, fait des choses assez exceptionnelles dans une mid-major à la fin des années 70, au début des années 80, puisqu'il fait partie de cette escouade de Wichita State qui a donc fait grandir le programme avec un autre joueur dont je vous ai déjà parlé il y a quelques années de cela, un joueur qui a bien plus marqué les gens, et notamment un MLB pour des titres et un côté clutch lors de ces titres,
mais on va parler de lui bien plus tard dans nos épisodes spéciaux 100 meilleurs joueurs de l'histoire, donc je préfère ne pas trop spoiler. Pour revenir à Phil Stephenson, il va donc jouer un peu aux côtés de ce joueur-là. Il va réussir notamment à faire des choses qui vont avoir du mal à être battues. Enfin, malheureusement pour lui, ça va pas prendre trop de temps, mais je veux dire, il va avoir une des plus grosses marques de l'histoire, c'est le plus grand streak à réussir, donc le nombre de matchs consécutifs à réussir au moins un coup sûr. Il va réussir à avoir un coup sûr pendant 47 matchs consécutifs en 1981. Pour la petite histoire, un autre des 100 meilleurs joueurs de l'histoire, dont on va reparler plus tard, aura battu cette marque dans cette même décennie. Tout simplement. Il va réussir à faire un programme de Wichita State, bon pas tout seul, hein, mais un programme qui compte, alors que voilà, c'est un programme qui avant cette fin des années 70 quasiment n'existait pas au niveau baseball. Et ils vont atteindre les College World Series, mais malheureusement, il va être du mauvais côté du spectre, hein, puisqu'en 82, lors des College World Series, il est, entre guillemets, la victime, hein, l'un des faits de match les plus grands, hein, de l'histoire des College World Series. C'est la fameuse Grand Illusion Play par Miami en 1982. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'ai envie de vous dire, allez essayer de voir. Vous tapez The Grand Illusion Play by Miami en 1982 et vous verrez de quoi je parle. C'est une des marques des College World Series, c'est un fait historique indélébile en fait, tout simplement. Et malheureusement, c'est un peu contre lui. Mais pour tout ce qu'il a fait au niveau universitaire, sachant qu'il a réussi des records à Wichita State, hein, le nombre de coups sûrs, 418 en carrière là-bas, le nombre de runs scorés, 420 en carrière là-bas, le nombre de points produits, 322 en carrière là-bas, le nombre de bases totales, 730, le nombre de bases volées, 206, le nombre de buts sur balle provoqués, 300, et donc bien sûr ce hitting streak de 47 matchs. Il a, je pense, il avait eu à la fin de sa carrière en tout cas, parce qu'il y a des records qui n'ont peut-être pas forcément tenu, mais il avait réussi à avoir 13 records individuels en NCAA à la fin de sa carrière du côté de Wichita State. Et je pense que d'ailleurs, pour tout ce qui est coup sûr, run, base volée, ça doit être toujours le détenteur, ça sera à vérifier, mais je pense que c'est le détenteur encore de ces records-là. Et donc pour toutes ces raisons, il fait partie intégrante du top 100 des meilleurs joueurs de l'histoire du collège baseball. Voilà, voilà. Alors, le joueur dont je vais parler ensuite, c'est un joueur que vous connaissez normalement au moins de nom. C'est Mark Prior, c'est donc mon 79e choix. En MLB, c'est un what if, hein, puisque je le rappelle, il a eu une grave blessure qu'il a au final quelque part coupé dans son élan, hein, j'ai envie de dire. Hein. Je rappelle qu'il a été avant sa blessure All-Star, notamment en 2003. Ça a été un bon pitcher, hein, puisque sur sa carrière en MLB, c'est 3,51 d'IRA. Voilà, c'est quand même quelque chose d'intéressant. 42 victoires, 29 défaites, 757 strikeouts en quoi 4-5 saisons à peine, puisque sa grosse blessure, je pense, c'est en 2006. Hein, Enfin, à la partie de 2006, parce que 2006 et 2007, il enchaîne des blessures, le pauvre. Et en fait, sa carrière s'arrête là. Hein. Donc c'est un peu dommage. Mais avant ça, ça a été un pitcher qui a marqué le début d'une ère. C'est pourquoi il a aussi un aspect générationnel. En 99, il va commencer sa carrière universitaire après avoir donc refusé sa draft en 98 du côté des Yankees. Il va donc du côté de Vanderbilt. À cette époque-là, on a un nouveau coach, on va dire, ou tout jeune coach, Tim Corbin, qui veut mettre en place une refonte de ce programme. Et si maintenant vous suivez un peu ce que je dis souvent sur Vanderbilt, ça a été un des programmes, surtout dans les années 2010, les plus éminents, victorieux, successful, qui a su produire des pitchers de talent. Et en fait, Mark Prior marque cette rupture avec un Vanderbilt moqué, enfin un Vanderbilt qui sait mettre en place des talents, les recruter, les développer, et donc Tim Corbin a cette première entre guillemets fierté en la personne de Mark Prior. C'est lui qui va en fait permettre ensuite de trouver des David Price, puis des Walker Buehler bien plus tard, etc., du côté de Vanderbilt, pour finir avec des Jack Leiter, Kumar Rocker, et même dans les années qui viennent de se finir, d'autres pitchers quand même de très bonne facture.
Donc Mark Pryor, il incarne tout ça, même si son histoire à Vanderbilt aura été au final très courte. Puisque je le rappelle, après sa saison freshman du côté de Vanderbilt, il va transférer à USC. USC, et je le rappelle, est une fac, c'est la fac la plus titrée de l'histoire tout simplement, donc c'est une fac historique, je vous ai déjà fait une vidéo spéciale là-dessus. Mais à l'époque où il va signer de côté de USC, parce qu'il est de toute façon de Californie, si je dis pas de bêtises, de base, euh, il va redonner un deuxième élan, pas tout seul, mais un deuxième élan à une fac qui est déjà sur une pente dangereuse. Tous leurs titres principaux ont été gagnés bien avant, et en fait, sous Mark Pryor et donc d'autres, ils vont retrouver la joie de repartir tout simplement au niveau des collèges World Series. Lui, de son côté, non seulement il va donc goûter à ce winning baseball, puisqu'il va il va partir avec ses USC Trojans du côté des World Series en 2000 et en 2001. En 2000 déjà, il a une très très belle saison, mais en 2001, et c'est pourquoi maintenant il est dans notre top 100, il a une saison historique. 1,69 d'IRA. Il a réussi à strike out 202 batteurs en 138 manches lancées. Il n'a walk que 18 batteurs. Donc clairement des records en veux-tu, en voilà. Il a réussi 15 victoires, 15 victoires en 16 matchs, donc 15 victoires, une défaite. USC en tant qu'équipe va réussir notamment un winning streak de 16 matchs en 2001. Et donc, sans surprise, il va être Dick Hauser winner, Golden Spikes winner, et il va également gagner le Most Outstanding College Baseball Player de l'année. Donc c'est le Rotary Smith Award. C'est pas forcément un award dont on parle beaucoup, mais à cette époque-là, je vais dire jusqu'à à peu près la fin des années 2000, c'est encore un award qui compte. C'est pourquoi je l'énonce également. Donc j'ai pas envie de rester trop longtemps sur Mark Pryor. Vous savez que maintenant, il est dans le coaching staff de ses Dodgers, et donc il a remporté forcément les College World Series en tant que membre du staff. Mais ça a été un joueur qui a été exceptionnel, notamment sur ses 2 saisons à USC au début des années 2000, et c'est pourquoi il fait partie de mon top 100. On reste du côté des pitchers, puisqu'on va parler de Jared Weaver. Alors Jared Weaver, tout d'abord, il a eu une carrière en MLB, il faut se rappeler. Il a eu une carrière solide, 3 fois All-Star, il a été le leader du nombre de wins en tant que pitcher en 2012 et 2014. En 2010, c'est le strikeout leader de la MLB. Donc voilà, c'était un pitcher qui a su avoir une carrière somme toute très intéressante. Il finit sa carrière, je pense, en 2017, quelque chose comme ça. En tout cas, sa dernière apparition de MLB, c'est en 2017 avec les Padres. Il aura eu le temps de compiler 150 victoires pour 98 défaites, 363 diarrhées et 1621 strikeouts. Clairement, on vient de parler de Mark Pryor. Jared Weaver, c'est à peu près la même génération, il est peut-être 2 ans plus jeune, et très rapidement, il est comparé à Mark Pryor, notamment au niveau NCAA. Il ne va pas dans une grosse fac, il va à Long Beach State, et Long Beach State, c'est aussi une fac, malgré qu'elle soit mid-major, qui est quand même plutôt réputée pour ses pitchers en général, pour sa production de pitchers. À Long Beach State, il va avoir une grosse carrière, tout simplement, je peux vous dire, c'est celui qui a c'est le 3e lanceur avec le plus de starts en carrière de la fac, le 3e avec le plus de wins en carrière dans la fac, le 4e avec le plus de manches lancées sur une seule saison dans la fac, 133 manches, le meilleur ex-aequo en termes de strikeout sur une saison avec 144, c'est en 2003. Voilà. Il a beaucoup de records où il fait partie des livres d'histoire de Long Beach State, et donc au niveau national ça s'en ressent, notamment sur sa saison 2004. En carrière, tout d'abord, au niveau collège, c'est très fort, 37 victoires, 9 défaites, mais sa saison 2004, elle est exceptionnelle. C'est 1,62 d'IRA, 213 strikeouts, pourquoi pas, 21 buts sur balle en 144 manches.
Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Forcément, avec une telle saison, avec bien sûr 15 victoires, une seule défaite, il devient le plus gros prospect en termes de pitcher du pays sur cette année 2004. Il va donc gagner le Golden Spikes, le Dick Howser, le Roger Clemens Award, qui était donc à cette époque le College Baseball Top Pitcher Award, on va dire. Il va être All-American, enfin voilà, vous imaginez toutes les accolades qui vont avec. Donc forcément, tout ça force le respect et c'est pourquoi il fallait parler de ce monsieur. Voilà, voilou. Bon, c'est l'avant-dernier joueur dont on va parler aujourd'hui, c'est le 77e meilleur joueur pour moi de l'histoire du college baseball. Et très clairement, pendant un moment, il était limite plus haut. Ça a été très compliqué de voir comment le classer, etc., etc. Mais c'est un joueur qui non seulement a marqué l'histoire d'Arizona State, donc au niveau universitaire, mais ensuite a aussi marqué la MLB en termes d'histoire, parce qu'il a été de cette équipe des A's qui a fait le triplé, 3 fois champion des World Series avec les A's dans les années 70, bien entendu, 72, 73, 74, bien entendu. Je parle de Salvatore Leonard Bando. Et oui, vous savez très bien, joueur émérite, manager reconnu. Il a été 4 fois All-Star en MLB également. Donc voilà, un joueur, on va pas refaire sa carrière MLB, c'est pas pour ça que je suis en train de parler de lui. C'est surtout pour ce qu'il va faire du côté d'Arizona State. Il va être champion avec Arizona State, déjà ça compte. Et non seulement il va être champion, mais il va être le Most Outstanding Player de l'année où ils sont champions en 65. Donc déjà, ça vous classe un monsieur. 64 et 65, il domine le college baseball. Sur ces 2 saisons, il va réussir 130 coups sûrs, 99 points scorés, 92 points produits. Moyenne à la batte, première année, .319, si je dis pas de bêtises, et deuxième année, .364. Donc une grosse, comment je peux dire ça? Je perds mes mots à la fin du podcast comme souvent. Un gros nom, un nom emblématique, qui a su en fait dès ses années universitaires être un ambassadeur de l'équipe qu'il représentait. ASU, pourquoi aussi je le mets là? Parce que ASU, à cette époque-là, domine outrageusement. Dans cette équipe-là, il y a beaucoup de joueurs qui vont finir par être inclus dans le College Baseball Hall of Fame. Il va d'ailleurs faire partie de cette mouture d'équipes de joueurs qui font donc leur entrée dans le College Baseball Hall of Fame. C'est bien sûr pas le seul de ASU, il y en a eu pas mal, lui en fait partie. Et clairement, ce qu'il a fait en 64 et 65, c'est clairement très très fort. Ce qui a fait d'ailleurs ASU, juste pour vous donner un ordre d'idée, en 65, il termine collectivement à ce qui se fait de mieux en termes de points produits. 419 points produits sur la saison 65. 54 victoires, et bien sûr le titre à la fin. Il n'y a qu'une cinquantaine de matchs, je vous l'ai dit, donc une soixantaine au maximum 70 si vous allez loin. Donc il faut se rendre compte de la pure domination de cette équipe, et il est le représentant de cette équipe, lui en ayant dominé donc le college baseball individuellement de par ses performances. Voilou. On va finir ce podcast avant que je dise trop de bêtises par mon numéro 76, donc quelque part le numéro 1 de ce premier épisode. Et il va nous permettre de boucler la boucle, puisqu'on avait parlé de cette équipe de Texas de la fin des années 40, donc du tout début en fait des College World Series, donc quelque part du début de notre décompte des 100 meilleurs joueurs de l'histoire, même si vous verrez plus tard que je fais quelques petites entorses. Comme souvent, je parle de Tom Hamilton. Tom Hamilton, il est considéré comme un pionnier. Il est MVP ou donc MOP des College World Series de 1949. Il va donc mettre en place, entre guillemets, cette domination de Texas. Il va jouer très clairement dans la meilleure partie de ce tout début d'ère College World Series. Il va remporter donc le back-to-back en 49 et en 50.
Que dire? Première base, clairement représentant, hein, de ce qui peut se faire de mieux en termes de défense, hein. C'est peut-être pas le meilleur défenseur en soi de l'équipe, mais c'est l'un de ses locks défensifs, l'un des meilleurs défenseurs première base du college baseball à cette époque-là. Et pourtant, c'est aussi un joueur qui va donc, comment on va dire ça, prendre le lead offensif. Il faut le noter également, également un joueur de basket. Euh, il va réussir à atteindre le Final Four avec, hein, Texas, je pense c'est en 1947. Donc vous voyez, c'est un joueur qui non seulement aura compté au niveau baseball, mais également au niveau basket. C'est ce qu'on appelle un two-sport star. C'est pourquoi aussi je pense que c'est important de bien noter tout ça. En 49, il fait partie de la First Team All-American. Il va notamment réussir à frapper pour .417 de moyenne à la batte, .878, vous l'entendez bien, .878 de slugging percentage. Au niveau de la carrière, il va terminer avec une moyenne à la batte de .347, hein, sur ses 3 ans de baseball et .653 de slugging percentage. Donc voilà, il va remporter la SWAC chacune des années où il va jouer. C'est clairement, tout simplement, une personnalité qui a compté du côté des Longhorns en général. Voilà, premier joueur de l'histoire de l'école, hein, à avoir 1000 points en carrière au niveau basket également. Donc voilà, c'est plein d'accolades pour lui. Et on finit ce podcast avec ce monsieur. Voilà, je pense que c'est un peu long, mais j'espère que c'est intéressant pour vous d'en apprendre un peu plus sur des joueurs peut-être des fois que vous connaissez, des joueurs aussi contemporains à notre époque, des joueurs plus anciens que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. C'est un peu l'occasion aussi d'ouvrir un peu, dépoussiérer les livres d'histoire, pour moi de retrouver des joueurs, des légendes, des anecdotes, et pouvoir les partager du mieux que je peux. J'espère ne pas avoir fait trop d'erreurs. Surtout dans les recherches, forcément, il y a des approximations entre les recoupages de différentes ressources, de différents sites, etc., etc. Mais j'ai fait au mieux, surtout pour les anciens joueurs. Et on va se retrouver très bientôt pour continuer ce hors-série. Je ne sais pas encore exactement comment je vais pouvoir m'organiser en termes de temps, mais j'ai toujours envie de parler aussi de l'actualité, parce que là on est en train d'arriver, enfin on est arrivé à la mi-saison, hein, en termes de saison 2026 de NCAA D1 Baseball, donc il y a beaucoup d'enseignements maintenant, beaucoup de choses à noter en termes de joueurs, malheureusement des blessures très importantes de joueurs qu'on attend quand même assez haut à la draft normalement, donc on va voir comment ça va les impacter. Mais j'ai pas envie de rallonger un épisode qui est déjà très long, donc sur tous ces bons mots, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.